Bonjour, c'est Pauline et bienvenue dans un nouvel épisode de Pause Café. Vous n'avez pas une hallucination, je vous promets, vous n'avez pas pris de champignons. C'est bien un nouvel épisode et on est lundi. Non mais de quoi rêver de mieux en vrai? Aujourd'hui on va parler de la peur de l'échec, qui particulièrement moi est quelque chose qui m'atteint et j'essaie toujours de voir dans ces échecs comment on peut voir plus loin que cet échec. Et je me suis dit que c'était un peu d'actualité parce que j'ai bientôt fini mes études. Bon, il me reste un peu plus d'un an, mais il y a déjà des projets qui sont en cours et des belles choses. Par exemple, je compte après mon master faire une pause après mes études et aller entamer ma vie professionnelle définitive, rentrer définitivement dans la vie active. Et j'ai décidé de partir voyager, de faire une coupure parce que depuis mes 18 ans, je n'arrête pas de travailler. J'ai pas eu un moment où j'ai été sans travail. Et je me suis dit que c'est aussi le moment, il y a plein de personnes qui font des années de césure pendant les études. Et là, je me suis dit, quoi de mieux que de partir après avoir fini ses études et d'aller prendre un grand bol d'air frais et de revenir prête à affronter ce qu'est la vie active, quoi. Et en fait, il y a plein de choses qu'on se pose des questions, etc. sur la vie active. Est-ce que c'est quelque chose, le métier que je vais faire après mes études, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que je vais rester dans les mêmes missions dans lesquelles je suis pour mon alternance? Ou est-ce que je cherche à aller voir plus loin et qu'est-ce qui peut réellement me plaire? J'ai quelques petites idées, par exemple, je sais que être community manager, ça me plaît, mais mon expérience en tant que manager me manque et je crois que ce que j'aimerais combiner, c'est vraiment manager une équipe avec des missions particulières dans tout ce qui est le marketing et la com. Et bien plus tard, j'aimerais aussi être intervenante dans les écoles, comme dans les écoles d'alternance comme j'ai. Je sais que c'est des projets qui sont, en tout cas pour tout ce qui est être intervenante, parce que ça c'est pour plus tard, quand j'aurai réellement trouvé ma voie professionnelle. Mais c'est une crainte aussi de se dire, est-ce que là je me dis, je veux combiner mes deux missions qui m'ont toujours plu, la com, marketing et le management. Est-ce que c'est vraiment ce qui va me plaire? Est-ce que je ne vais pas directement droit dans un mur? Mais ça, j'en sais rien parce qu'en soi, si je ne teste pas et je n'essaye pas, je ne saurai jamais. Et même si j'ai un échec une fois, est-ce que c'est un échec où je n'en tirerai pas des leçons et j'irai encore plus loin que cet échec? Si on ne vit pas les expériences par peur de l'échec, on ne les vivra pas. D'où le début de cet épisode. La peur de l'échec, en soi, je vais faire un peu J'ai préparé mes devoirs. Je tiens à le dire, j'ai préparé mes devoirs. J'ai fait une petite introduction, donc ce que j'ai fait précédemment. Et j'ai divisé l'épisode en 2 parties. Donc tout ce qui est la peur de l'échec, qu'est-ce que c'est, etc. D'où ça vient, mes échecs, qu'est-ce que j'en ai tiré. Et deuxièmement, la résilience de l'échec. Donc comment faire pour aller au-delà de cet échec, quoi. Et après, une petite conclusion des familles. J'ai rien écrit pour la conclusion, j'ai juste écrit « Tu vas gérer Pauline pour la conclusion ». On compte sur moi après avoir débattu pendant 25 minutes devant un micro. Mais bon, allons-y. Donc, j'ai trouvé une petite définition de la peur de l'échec qui, je trouve, est plutôt très complète. Parce que, bien sûr, la peur de l'échec ne se résume pas uniquement à la peur de ne pas réussir. Je trouve qu'on minimise parfois un peu la peur de l'échec en mode « Ouais, mais ça va, tu vas juste pas réussir et c'est rien, quoi. Dire, tu peux recommencer. » C'est plus loin que ça amène à d'autres facteurs. Parce qu'en fait, la peur d'échec, c'est un état émotionnel qui génère une anxiété intense et aussi un stress qui est lié à la perspective de ne pas réussir. Donc ça peut être dans divers domaines, ça peut être à la fois dans la vie professionnelle, donc dans les tâches qu'on a au travail, dans les études, en se disant mais j'ai pas réussi mon partiel, voilà, qu'est-ce que je vais faire en fait? Ou juste j'ai pas eu mon année, est-ce que je redouble? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Comment je vais m'en sortir? Il y a aussi bien entendu le domaine du privé, dans tout ce qui est l'échec amoureux. Alors moi je suis en plein dedans et qu'est-ce que je dois en tirer? Est-ce que je dois rester dans mon mal-être et me dire voilà j'ai échoué, je veux plus entendre parler des hommes, c'était le bon et pourtant ça n'a pas fait? Non. Comme j'ai pu faire dans l'épisode précédent où je parle de mes conclusions de cet échec amoureux, je compte bien conserver ces résolutions-là et d'aller voir plus loin que cet échec. Oui, ça n'a pas abouti avec ce monsieur. Oui, c'en est triste. Mais oui, je vais pouvoir remonter la pente. Et oui, j'en tire des conséquences. Et oui, j'en tire des conclusions et j'en tire du positif pour, en fait, moi, m'aider à aller au-delà de cet échec. Après, je touche du bois. Hop. J'ai pas trop d'échecs amicales. Je me suis très chanceuse et je touche vraiment du bois, pour dire que je suis très bien entourée. Et je l'ai vu que rien qu'après cet échec amoureux, rien que tout à l'heure, Elodie, elle me disait, mais Pauline, c'est fou comme tu es entourée, t'as toujours quelqu'un à qui parler quotidiennement et c'est vrai que je suis très entourée. Je m'en rends compte énormément que dès qu'il m'arrive quelque chose, j'ai une personne à qui en parler et en rigoler ou quelqu'un juste pour m'écouter. Et
c'est vrai que je suis chanceuse pour ça, et c'est vrai que pour l'échec amical, God bless, je suis pas touchée, mais je suis quand même bien touchée par d'autres situations. Et de cette peur de l'échec, moi je sais d'où elle vient. Elle peut être déclenchée par exemple par le perfectionnisme. Et moi je sais que je suis quelqu'un de très perfectionniste, mais à la fois il faut se dire que vous savez, on se sait, je suis procrastinatrice. Donc ça ne va pas ensemble déjà ces deux points. Donc je suis perfectionniste et procrastinatrice. Donc par exemple, quand je vais réviser mes partiels à la dernière minute, je veux apprendre chaque mot. Sauf que je peux pas apprendre chaque mot. Je peux pas. Je suis en retard dans mes révisions. Il faut que j'apprenne approximativement. Et sauf que ça a un côté, un trait de mon perfectionnisme, c'est que non, il faut que j'apprenne tout. Je veux tout savoir. Si je ne peux pas tout savoir, je vais être insatisfaite. Et un autre exemple, par exemple, je suis en train de faire cet épisode. Vous pouvez être sûr à 100% que déjà, pendant que je vais le monter, je vais être insatisfaite dans le sens où je vais me dire « Ah, j'ai oublié de dire ça. Ah, j'aurais pu tourner cette phrase de cette manière. » Ou je vais me dire purée, mais je suis pas du tout satisfaite. Ça, je l'ai pas dit à ce moment précis que je voulais le dire dans ma tête. Sauf qu'en fait, quand je tourne mon épisode, je parle, je débat entre moi et moi-même. Et parfois, je vais plus loin que ma pensée. Il y a des nouvelles choses auxquelles je vais penser en parlant, etc. Et je suis tout le temps, jamais satisfaite de mes épisodes. Pour moi, ils sont claqués au sol. Mais j'en ai pourtant des bons retours. Mais on n'est jamais satisfait de soi-même. Et c'est vraiment ce côté perfectionniste où parfois, je me dis, c'est normal que j'accepte moins bien l'échec parce que je me mets tellement la pression et que je veux tellement atteindre un niveau avec tous mes côtés perfectionnistes et pointilleux que quand j'y arrive pas, je me mets plus bas que terre. Il y a un autre facteur aussi qu'il faut prendre en compte, c'est la pression sociale. On se met une pression par rapport aux autres. Par exemple, si je dis « Oh, j'ai eu 2 entretiens. Oh, j'ai réussi les 2. » Non, pas un bon exemple. Ah si, par exemple, je dis « J'ai raté 1 sur 2. » Mais pas peur, par exemple, de me dire « Les gens vont me pointer du doigt en disant « Ah, t'es trop nul, t'as raté 1 sur 2. » Je préfère dire j'ai réussi les 2, mais j'ai choisi cet entretien-là. Non, t'assumes quoi, c'est bon, c'est pas grave. T'as raté 1 ou 2 entretiens, 1 sur 2, c'est pas grave. Mais on a tellement la peur du regard des autres et cette pression qui est sur nous qu'on préfère ne pas assumer et se dire non, j'ai tout réussi. Menteur, c'est pas grave. Les gens, ils sont là en mode t'as réussi, tant mieux, t'as pas réussi, c'est dommage, à toi d'aller et de faire le chemin pour aller au-delà de cet échec. Moi, je sais que j'avais trop honte de pas avoir eu de master après ma licence de droit parce que je me disais qu'est-ce que vont penser les autres, que je suis nulle, que j'avais des résultats médiocres, que j'étais pas assez intelligente pour accéder à un master. Tout ça, j'avais peur de ça, pas par rapport à moi d'être triste d'avoir raté mon accès au master. Non, j'étais triste et dégoûtée par rapport à ce que pouvaient penser les autres sur moi. Mais franchement, je m'en branle. Je m'en branle de ce qu'ils peuvent penser sur moi. Enfin, c'est deg pour moi de pas avoir réussi à avoir accédé à ce master. Cette pression sociale, elle nous amène parfois à ne pas accepter des échecs par peur de regard des autres. Sauf que on vit notre vie pour nous. Les autres, en vrai, on ne devrait pas autant accorder d'importance à ce qu'ils vont penser. Et s'ils sont là pour vous rabaisser en vous disant ouais, t'as réussi parce que t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, et qu'ils sont pas là pour vous aider à vous relever cet échec, je suis désolée, il faut aller se faire foutre. Bon, c'est très vulgaire quand je le dis, mais il faut se séparer de ce genre de personnes ou s'en éloigner parce qu'ils sont pas là pour votre bien-être. Ils sont pas là pour pouvoir arriver et avoir du succès. C'est comme ça que je le vois. Hein. Moi, mes amis, si j'ai un échec, je vais pouvoir leur en parler et je sais qu'ils vont être là pour moi. Ils vont me dire t'as pas réussi, c'est dommage, mais à toi de voir qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ça et comprendre pourquoi t'as pas réussi, et nous on va être là pour t'aider, tu vois. Et c'est ça qu'on veut des gens qui nous entourent. On veut pas des gens qui nous rabaissent et qui en plus nous mettent du coup une pression monstre. Non, on doit pas avoir honte de l'échec envers notre entourage. Après il y a aussi le manque de confiance en soi qui rentre en jeu, mais énormément. Moi je sais que par exemple, je suis la reine pour rigoler en classe, je suis la reine pour interagir avec mes camarades, je suis la reine pour faire des podcasts et les publier, y a pas de problème. Mais demandez-moi de passer à l'oral devant ma classe et là, je suis muette. C'est bon pour vous? Je suis muette. J'ai tellement pas confiance en moi. J'ai tellement peur de me dire, à un moment donné, je vais pas dire le bon mot au bon endroit. Les gens, ils ont les yeux rivés sur moi. Qu'est-ce que je vais faire de ces yeux qui sont directement sur ma personne? J'assume pas, j'ai trop du mal. Et une fois, je me rappelle, on avait une simulation d'entretien professionnel et Robin m'a préparé pendant 20 minutes. Et pendant 20 minutes, j'étais en stress. J'étais stressée parce que j'ai pas confiance en moi de passer à l'oral devant des gens. J'ai peur d'échouer, j'ai peur de ce qu'ils vont penser de moi. Et si j'ai pas dit le bon mot, et si j'ai bégayé, et si. Et c'est horrible. Alors que les gens de ma classe sont adorables, hein. Ce sont des personnes qui sont toujours là pour remonter le moral des personnes, lors de l'échec de chacun. Vraiment, j'ai de la chance. Mais je sais pas, il y a une pression que je me mets immense. Donc, on peut dire que pour cette orale, on a cumulé le perfectionnisme parce que je voulais dire vraiment tous les mots et être parfaite. La pression sociale en me disant qu'est-ce que vont penser les autres si je n'y arrive pas. Le manque de confiance en moi en me disant j'assume pas de passer devant les gens, je suis pas assez éloquente, etc. Ces trois-là, ce jour-là, étaient réunis. Et pourtant, j'ai une prépa
de dingue. Robin, il m'a préparé. Et une fois que je suis passée, j'étais soulagée. Mais je l'ai fait, mais je me suis mis une pression de fou. Et je veux être intervenante. Le jour où je mon premier cours en tant qu'intervenante, je crois que j'aurais fait un stage de 6 mois de préparation pour me présenter devant une classe. C'est sûr. Que là, il y aura une trentaine d'élèves qui vont me juger. Et la peur de l'échec, ça engendre, je passe du coq à l'âne, hein, mais la peur de l'échec, ça va nous faire, en gros, pas prendre des risques. On va rester dans notre zone de confort et on va avoir peur d'aller prendre des risques, on va avoir peur de vouloir faire des nouvelles expériences en se disant on va se cantonner là où on est. Sauf qu'en fait, on va rester dans notre zone de confort et c'est tout. On va pas vivre des nouvelles expériences, on va pas oser. Alors que il faut, si on a des nouvelles opportunités, il faut qu'on les saisisse. Et si c'est un échec, au moins on aura essayé, on aura vu si ça nous plaisait ou non. Par exemple, si moi, par la peur de l'échec, j'avais décidé de continuer en master RH et pas de me réorienter, et je serais restée par facilité dans mon alternance de base, je peux vous dire qu'actuellement, je serais en burn-out. Je le sais. Et je serais pas autant heureuse d'être dans une nouvelle entreprise où je connais la sérénité professionnelle et d'être dans une entreprise où je sais que là où je suis, je m'épanouis mieux. La RH, je suis désolée, c'est ennuyeux à souhait. Vous faites toujours les mêmes contrats de travail, vous faites toujours les mêmes procédures, c'est toujours la même chose, c'est répétitif. Alors que dans le domaine où je suis, c'est souvent les mêmes tâches, mais de manière qui sont modulables. Je sais que si j'étais restée dans ma zone de confort en me disant « Hassou, j'avais mon alternance, je pouvais rester là où j'étais, et en master j'étais prise, c'est sûr, j'aurais été tranquille. Je serais restée dans ma zone de confort. » Au lieu de ça, j'ai changé de master, je suis allée dans un domaine que je ne connaissais pas du tout, et je suis allée dans une nouvelle entreprise avec de nouvelles tâches que je ne connaissais pas du tout. Et heureusement que j'ai pris ce risque parce que je suis contente d'être là où je suis. Après, je vais pas mentir, ça a été compliqué parce que j'ai changé d'entreprise. Je suis partie d'une entreprise où avec mes collègues de travail, c'était vraiment mes copines. J'en discutais tout à l'heure avec ma pote Camille qui vivait exactement la même chose pour son alternance quand on était en même temps en alternance, pas dans la même entreprise. Quand j'allais dans cette alternance, j'étais avec mes copines. J'arrivais à 9h10 parce que je suis toujours en retard. J'arrivais à 9h10. De 9h10 à 9h45, je racontais ma vie avec mes copines. Et on travaillait, et après, entre midi et deux, j'étais avec mes copines, je racontais ma vie. Pareil le soir, après, on partait toutes les trois ensemble, pom pom pom, sur le parking, et qu'on jacassait, et qu'on parlait. Ça m'a fait un peu bizarre de partir dans une entreprise où en vrai, ce fonctionnement n'était plus là. J'arrive à 8h30, on travaille. On peut rigoler, on peut raconter un peu nos vies, nanani nanana, mais c'est professionnel tout de même. Ça me permet aussi de voir d'autres fonctionnements d'entreprise qui sont, pour celle où je suis actuellement, plus saines. Parce que dans mon ancienne entreprise, je trouve que c'était anxiogène l'ambiance qu'il y avait entre le patron et les équipes. Et là, je suis dans une entreprise où tout va mieux en fait. Où je vis et je vois que c'est des comportements normaux. De, par exemple, ne pas avoir peur de demander un congé payé. Non, on peut l'avoir. Sans avoir peur et sans avoir l'impression de voler ce congé payé, tout simplement. Si j'étais restée dans mon ancienne entreprise, j'aurais jamais connu cette expérience de changement d'entreprise, de connaître des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles aptitudes et de voir un nouvel environnement. Rien que pour moi, mentalement, je sais que j'aurais jamais pu tenir de rester 2 ans de plus dans cette entreprise. Donc, si j'étais restée dans ma zone de confort, je sais que ça aurait pas été bien pour moi. D'où le risque que j'ai pris et je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Parce que en plus, en me réorientant, je suis tombée dans une classe avec pratiquement que des garçons. Et si vous avez pu comprendre quel type de personne j'étais, je m'entends trop bien avec les mecs. Je crois que j'ai un aura à avoir des potes mecs. Et j'ai rencontré 2 petits mecs. Genre, je les aime trop. Par exemple, quand j'ai eu ma peine de cœur, je leur ai envoyé un message. Ils ont été hyper compréhensifs. Ils étaient là pour moi. Ils étaient trop choupis. Et je me dis, par exemple, si j'avais pas eu peur de changer de cursus scolaire, j'aurais pas rencontré de belles personnes. J'aurais pas rencontré ces 2 mecs qui sont pour moi maintenant mes trop bons potes. Faut se dire que parfois, en ayant l'envie de changer d'environnement, on peut à la fois avoir des meilleures expériences professionnelles, humaines, et ça peut être que bénéfique. Mais après, je comprends qu'on ait peur parce que ça peut aussi, cette peur de l'échec, ça a une incidence mentale, émotionnelle. Au début, j'avais peur, j'ai eu très peur et pendant tout le mois de septembre et octobre, j'avais peur de me dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? J'étais très fatiguée parce que je mettais beaucoup la pression et la barre haute au travail. Je voulais leur montrer que ils avaient bien fait le choix de me prendre moi et pas une autre. Et moi, je voulais me persuader que ça me plairait à fond. Et j'avais du coup beaucoup de fatigue émotionnelle, physique, parce que on se rend pas compte, mais tout ce qui se passe dans notre tête est retranscrit sur notre corps. Moi, je sais que par exemple, quand j'ai des peines de cœur et que ça touche toutes mes émotions, mon corps ressent, et par exemple, j'ai une perte d'appétit. Franchement, ça arrive à plus d'un. Mais tout ce qui se passe dans notre tête a une incidence sur notre corps. Et je sais que par exemple pour cette période-là de octobre et septembre, j'avais tellement la barre haute que j'étais fatiguée constamment, mais je dormais tout le temps. Et j'avais une fatigue émotionnelle et mentale forte parce que déjà il y avait aussi un nouvel environnement à s'adapter, mais j'avais mis aussi une barre haute
boîte en me disant j'espère que t'as pas fait une connerie en quittant ton ancien taf, en ayant une nouvelle alternance et en t'étant réorienté. Autant vous dire que tout va mieux, que je suis très contente d'être là où je suis et que j'apprends beaucoup dans l'humain et sur moi-même. Avant, par exemple, je fais du prospect, donc je vais voir des clients, je vais les déranger dans leur vie de restaurateur, par exemple, et je leur présente mon produit, blablabla. Au début, c'était très dur pour moi parce que j'étais là, on respire Pauline, il faut que tu rentres dans ces restaurants, que tu leur présentes le produit et que tu y crois. Et j'ai eu un déblocage, je me suis dit, mais franchement, on s'en fout, je rentre. C'est vous, ces gens, je vais pas les revoir d'ici tôt. Ils vont jamais me reconnaître, on s'en fiche. Et c'est exactement ça. Je rentre, je sors mon blabla, je les convainc que mon produit, il est bon pour eux et qu'il leur faut sur leur carte. Je ressors. Voilà. J'essaie beaucoup de me dire ça et même, par exemple, quand je suis dehors, que je fais ma life et que je vais rire aux éclats et que ça dérange les gens, je m'en fous. Parce que je me dis, ces gens-là, je vais jamais les revoir. Je commence à avoir un peu un détachement de tout ça. Bref, je m'éloigne un peu du sujet, mais en fait, je m'éloigne sans m'éloigner parce que si j'étais restée dans ma zone de confort, j'aurais jamais eu ce déblocage mental de me dire, tu peux accoster des gens pour ton travail et tu peux avoir ce détachement émotionnel de te dire, les gens que tu croises, tu les recroiseras pas, donc tu t'en fous de l'image que tu peux refléter auprès d'eux. C'est exactement ça dans ma tête. On passe à la partie 2, du coup, de cet épisode, qui est la résilience de l'échec. Comment faire pour aller au-delà de l'échec? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas s'apitoyer sur son sort? Parce que ça, moi, je sais que j'ai pu le faire quand j'ai pas eu mon master, j'étais au bout du rouleau, je faisais que chialer. Ah, j'étais une fontaine. Une fontaine. Franchement, la sécheresse qu'on a l'été, moi, avec mes larmes, j'aurais pu la vaincre. Et je pleurais beaucoup. Et je me rappelle qu'une fois, je discutais avec une copine à l'époque, c'était ma directrice du McDo, mais maintenant, c'est une copine. Quand je lui ai raconté, elle me disait, mais Pauline, au pire des cas, ça veut dire que ce n'était pas là ta place. Et moi, je me dis, mais elle dit que des bêtises. Moi, c'est là ma place, j'en suis sûre. Oui, d'accord. Je suis pas du tout un master droit fiscal, je suis un master marketing et communication. Donc, vraiment rien à voir. Si j'étais restée dans cette idée-là et que j'étais pas allée voir le plus loin que mon bout de mon nez, je serais là encore en train de me morfondre. Et c'est vrai, parfois, il y a des choses, si elles ne se font pas, c'est qu'elles ne devaient pas se faire. Et des fois, il faut accepter. Moi, c'est un peu ma philosophie qui me permet de me dire que l'échec, il faut aller plus loin. Par exemple, je prends encore cet exemple-là, mais parce que c'est d'actualité. Ma peine de cœur, je me dis, si ça devait pas se faire, c'est qu'il y a une raison. Si aujourd'hui on n'est pas ensemble et que on peut pas l'être, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a autre chose qui m'attend. Que je sais pas, s'il faut, je rencontrerai Jules Koundé et il va tomber amoureux de moi. Je crois pas, mais bon, faut vivre de ses rêves aussi, hein. Faut pas abandonner ses rêves. Alors pour la première étape, c'est l'acceptation de l'échec. Je pense qu'il est inévitable dans la vie d'accepter l'échec et de lui dire, j'ai échoué. Et cet échec, une fois qu'il est accepté, de se dire qu'est-ce que je peux en tirer et en mettre en place de nouveaux objectifs qui sont parfois plus ambitieux que ceux qu'on avait de base et ça va nous permettre de mettre plus en se mettant des nouveaux objectifs, on va pouvoir se dire j'ai ces objectifs qui sont mis en place, qu'est-ce que je vais faire pour les mettre en place et ça va plus nous remotiver et avoir une envie de réussir. Donc en passant par l'acceptation de l'échec, on va passer par des nouveaux objectifs qui vont nous remotiver et nous rebooster. C'est pour ça qu'il faut pas se laisser abattre. Parce que quand on se laisse abattre, c'est l'échec qui prend le dessus alors que c'est nous qui devons prendre le dessus sur cet échec et se dire qu'il y a bien mieux qui nous attend. De cet échec aussi, il faut avoir une perception beaucoup plus positive, de se dire ok, j'ai échoué, mais qu'est-ce que je peux en tirer? Donc c'est de cette occasion à apprendre beaucoup sur soi, ce qui nous permet aussi de se dire j'ai ça à m'améliorer sur moi. Par exemple, j'ai raté un entretien. C'est bien aussi d'avoir des feedbacks de la part des recruteurs. Donc une fois qu'on a ce feedback, de se dire ok, imaginons il a dit que j'étais pas assez sûre de moi. Donc je vais faire en sorte de trouver des moyens d'être plus sûre de moi pour m'améliorer pour mon prochain entretien d'embauche. Par exemple, moi je sais que ce qui m'a permis de m'améliorer pour les entretiens d'embauche, c'est de gérer mon stress parce que je me laissais aller par le stress et de me dire s'ils me prennent pas, c'est pas grave. Si pour eux je suis trop solaire et qu'ils attendent quelqu'un de plus stable et calme, c'est pas grave. Après aussi avoir de comment je peux m'améliorer pour leur montrer que je suis quelqu'un de solaire mais à la fois très sérieuse, calme et structurée. Ça va nous permettre de pas se laisser abattre par l'échec et de voir qu'on peut toujours s'améliorer et vraiment prendre du recul sur les situations. Ça permet toujours de s'améliorer, de voir ce qu'on peut faire. Ça amène aussi à l'acceptation de l'échec. En fait, tout se lie. L'acceptation de l'échec, la perspective positive, la confiance en soi. Après, moi, ce que je peux remarquer, c'est que l'échec est aussi très compliqué à accepter parce que les réseaux sociaux jouent énormément. Je veux dire par là, c'est qu'on voit ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. On peut penser que Jackie a réussi tout dans sa vie, mais il a décidé de montrer que
ses succès. Il n'a pas décidé de montrer par où il est passé, par les échecs qu'il a dû affronter. Jackie ne montre pas. Sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il faut arriver à prendre une distance et se dire, ok, lui il a réussi, God bless, ben moi aussi je vais réussir, mais pour moi, et parce que j'ai ces objectifs à atteindre que je me suis mis. Il faut pas se dire que parce que Jackie il a réussi, mais Jackie il montre ce qu'il veut. Typiquement, on pense qu'un couple est heureux sur les réseaux sociaux, ils montrent que ce qu'ils veulent. Genre, ils sont allés en voyage, love to love. Alors que c'est faux dans la réalité, dans le milieu du foyer qu'ils ont, rien ne va. S'il faut, Mathieu et Marie ne se disputent tous les jours. Mais ça, on n'en sait rien. C'est eux qui ont décidé. Je trouve que les réseaux sociaux, ça nous met déjà une pression sociale, ça nous met une complication à accepter l'échec face à ce que montrent les gens et voir au succès qu'ils nous mettre à la figure. Après, à voir aussi de comment on peut voir tout ça. On peut se dire, Jackie a réussi, c'est génial, il montre ce qu'il faut faire, la marche à suivre, j'ai envie de faire comme Jackie parce que ce qu'il fait, ça me plaît. Il y a aussi ce côté-là à voir. Mais si on a la tendance à se dire, ouais, Jackie il a réussi, moi j'ai pas réussi, pourtant j'ai fait comme lui, pourquoi lui et pas moi? C'est une distance à prendre. Parce que ça peut être très nocif pour nous. C'est pas simple, parce qu'on est quotidiennement sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux, autant TikTok, Insta, etc. On se dit, ah, pourquoi lui il a réussi et pas moi, nanana, nanana. Mais moi, parfois, je me dis, pourquoi lui et pas moi, tu vois. Mais très bien pour lui. Et à moi aussi d'amener ma pierre à l'édifice. Mais c'est pas facile. La peur de l'échec, elle nous tient, et quand elle nous tient, c'est compliqué aussi d'y faire face. Surtout quand on n'est pas habitué à avoir des échecs. Parfois, on fait tout sur... Moi, par exemple, en tout cas pour mes études, j'avais tout réussi. D'un trait, j'avais pas eu besoin de me réorienter jusqu'à que j'ai pas mon master après ma licence de droit. Sauf que, tout n'est pas linéaire, tout n'est pas écrit comme on voudrait. Il faut accepter l'échec et parfois l'échec est bon pour pouvoir se mettre des nouveaux objectifs. C'est pas facile, je dis pas que j'ai échoué, merde. Bon, qu'est-ce qu'on se met comme objectif maintenant? Non, c'est pas facile. Il y a aussi le moment, le fait d'accepter l'échec. Bon, j'ai raté, ça me fait chier. Il y a la colère qui rentre en place, mais il y a aussi de comprendre pourquoi on n'a pas réussi, quoi. C'est des choses à mettre en place et des choses à se dire quotidiennement. Mais l'échec, on en aura toujours, on aura des moments où on réussit pas tout et c'est ok, quoi. Mais il faut pas se mettre une pression monstre et se dire, putain, j'ai raté, je suis une merde. Loin de là. Non, Jackie, t'es pas une merde. T'as juste des moments où tu réussis pas tout. Tu ne peux pas tout contrôler, tu ne peux pas tout réussir. Et si tu le fais, c'est trop bien. Mais si tu le fais pas, à toi de voir ce que tu peux en tirer comme leçon, quoi. Sur ces belles paroles, je pense que j'ai à peu près tout dit et est-ce que je suis satisfaite de mon épisode? Je vous dirai ça la semaine prochaine si j'ai pas râlé pendant le montage. Je crois que j'ai à peu près tout dit et vous avez un peu ma vision des choses, de la peur de l'échec et de comment on peut surmonter tout ça. Après, je suis pas parfaite, je vous dis ça, mais moi aussi parfois quand j'ai les échecs, je me dis je suis une grosse merde, qu'est-ce que j'ai raté, pourquoi mais vu que je suis une personne qui réfléchit énormément, je cogite tout le temps. C'est horrible parce que par exemple, je vais être en train de travailler et je vais cogiter, je vais réfléchir, je vais reformuler les choses, je vais essayer de comprendre. Et pareil pour les échecs, quand je réussis pas, ça va me cogiter pendant X temps, ça prend du temps. Je dis pas que avoir un échec, et c'est maintenant je me dis, j'ai eu l'échec il y a 2 minutes, maintenant je trouvais tous mes objectifs. Il y a l'acceptation, t'acceptes, ensuite tu te dis, qu'est-ce que je vais faire comme objectif? Je pense que j'ai à peu près tout abordé comme idée que j'avais dans la tête. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pause Café. Bye!